Bonjour, nous recevons Bernard Poignant. Bonjour. Ancien maire de Quimper, ancien député à l'Assemblée, au Parlement européen, ancien président de la Fédération des élus socialistes et républicains, ancien conseiller de François Hollande, évidemment. Enfin bref, vous êtes la mémoire du socialisme breton. Ça fait beaucoup d'anciens, hein. Et vous publiez Socialisme et social-démocratie. C'est la deuxième fois que vous publiez dans la revue Commentaire. Ça n'a jamais été très clair. En Europe, la social-démocratie, c'est clair. En France, on ne sait jamais où sont les socialistes, s'ils sont du côté du marxisme ou, je dirais, du centrisme. C'est un concept un peu flou, le socialisme en France. Oui, il y a des raisons à ça. Ce que j'ai voulu exposer dans cet article, c'est une évolution progressive d'un socialisme à base marxiste, en réalité, jusqu'à une social-démocratie, mais qui ne ressemble pas à la social-démocratie allemande, au travaillisme britannique ou à la social-démocratie scandinave, qui ont des relations organiques très étroites avec le monde syndical. Alors qu'en France, le mouvement socialiste et le mouvement syndical ils peuvent avoir des sympathies, mais sont indépendants l'un de l'autre. Donc il n'y a pas ce lien organique qu'il y a chez les autres. Mais petit à petit, on est passé d'un socialisme dont la base était la propriété collective des moyens de production et d'échange, c'est-à-dire les nationalisations, jusqu'à l'acceptation de l'économie de marché, l'économie sociale et écologique de marché, dans le cadre européen. Donc c'est l'évolution du socialisme français, qui est de fait devenue une social-démocratie à partir du moment où elle mène ses politiques dans le cadre de l'économie de marché et dans le cadre du monde. Il y a quand même s'il y a eu une évolution, et notamment de la part de François Hollande, qui, dit-on, a fait une politique de l'offre plutôt que de la demande, c'est-à-dire une politique classiquement keynésienne, il y a une absence de clarté. Est-ce qu'elle a nui à la crédibilité du socialisme et au désarroi des classes populaires ? Je pense que oui, parce que ça, c'est la confrontation entre les conditions qu'il faut avoir pour conquérir le pouvoir. Et il y a une partie importante de l'électorat de la gauche qui reste marquée par la culture marxiste ou communiste, et les conditions de l'exercice du pouvoir. Et François Hollande l'a très bien, mais même François Mitterrand, puisqu'en 81, il fait quand même une campagne sur le thème nationalisation, qu'il les réalise d'ailleurs, et en 83. Et puis est-ce qu'on n'a pas le chic pour entretenir les illusions en France ? Alors, c'est pas des illusions, c'est l'histoire qui veut ça, la construction d'un mouvement politique dès le 19e siècle. Mais quand l'exercice du pouvoir arrive, ça a été le cas de Léon Blum, même chose, où il a distingué entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Et le problème s'est posé. C'est source de désillusion tout de même. Et alors, c'est effectivement délicat. L'électorat, il a quelquefois du mal à comprendre. Il n'est pas binaire, il ne pense pas une chose et François Hollande l'a vécu parce que entre son discours du Bourget sur mon ennemi, c'est le monde de la finance, et en novembre, l'exigence, c'est la compétitivité des entreprises, il faut ajuster, quoi. Enfin, le monde de la finance, oui, en l'occurrence, c'était un certain Macron qui venait de la finance. Mais alors, bon, revenons à Hollande. Il a été dopé par son livre « Les leçons du pouvoir ». Il a fait un tour de France, ça a bien marché, mais ça n'est quand même qu'un livre. Que veut-il réellement ? Est-ce qu'il veut vraiment retrouver le pouvoir ? Et le fait de ne pas avoir été candidat la deuxième fois, à sa réélection, est-ce que c'est une chance ou un handicap ? Alors, je ne sais pas d'abord ce qu'il a dans sa tête. Ce que je sais, c'est qu'il veut être présent dans la vie politique, présent dans le débat politique. Et je sais qu'il y a quelque chose qui le meurtrit beaucoup. C'est pas l'avoir renoncé, les conditions politiques qu'il a examinées l'amenaient à ne pas pouvoir être candidat, mais c'est la faiblesse du Parti socialiste, sa désagrégation. Il suffit de lire les articles du journal Le Monde. La série de la semaine passée de messieurs Davé et L'Homme, c'est assez étonnant de voir l'absence de reconnaissance du ventre d'un certain nombre d'hommes et de femmes qu'il a fait ministre. Exactement. Même Stéphane Le Foll. Rebsamen, ils sont plusieurs à cracher dans la soupe. Oui, parce que, un petit peu ça, cracher dans la soupe, et ça, je n'aime pas ça, je trouve que c'est désolant. Et ça, François Hollande, il est meurtri de voir l'état du Parti socialiste, parce qu'il reste persuadé que malgré son renoncement, il y a forcément dans la société française un besoin d'une force dite de centre-gauche capable de gouverner la France. Bon, Olivier
Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste aujourd'hui, est un peu terne, il est un peu l'image de cette décomposition du parti. Il y en a un qui semble surgir un peu là dans la mode médiatique que nous aimons faire et défaire, nous les journalistes, c'est Bernard Cazeneuve. Est-ce que c'est un leurre? Alors, Bernard Cazeneuve, aux yeux des Français, à mon avis, il a une crédibilité d'homme d'État qu'il a acquise, non pas à Matignon du tout, mais au ministère de l'Intérieur pendant toute la période terrible des attentats. Maintenant, il faut qu'il montre, alors il semble vouloir le faire, qu'il a envie. Il faut qu'il monte une combativité pour prendre la tête, en fait, de la famille socialiste. Ça, on va le voir, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il ait, que les Français voient, est-ce qu'il a quelque chose de plus ou de nouveau à dire qui façonnerait la social-démocratie du XXIe siècle. Alors ça, il annonce des écrits, on va voir. Et donc, moi, je trouve que c'est un atout pour le Parti socialiste, mais je suis comme Saint Thomas, j'attends un peu de voir. Il y a un paradoxe français. Le dernier sondage ELAB pour BFM TV estime que Macron ne va pas assez vite dans les réformes. Or, justement, on avait l'impression que la rentrée était sous le signe du compromis, de l'humanité, et qu'il avait été trop vite. Alors, finalement, la question que je voudrais vous poser, c'est qui a été le plus réformateur des deux, Hollande ou Macron? Macron, dans la première partie de son quinquennat, a quand même pas mal réformé. Hollande l'a fait, mais différemment. Hein. Il a fait pas mal de choses, lui aussi, dans la première partie de son quinquennat avec Jean-Marc Ayrault. Les accords interprofessionnels, les retraites, parce qu'il s'est attaqué aussi aux carrières longues, etc. Donc il a fait un certain nombre de l'école, il a fait un certain nombre de choses. Après, avec Manuel Valls, ça a été beaucoup plus conflictuel. Là, on voit bien avec le quinquennat d'Emmanuel Macron, il a fait quand même pas mal de réformes dans la première partie. Là, il en a une deuxième, mais... Hollande a eu le terrorisme, lui, il a eu les gilets jaunes. C'est un peu la grande différence. Oui, mais c'est quand même... Le terrorisme, c'est plus grave. Hollande, 6 mois après son arrivée, le gouvernement se met en place en juillet 2012, en janvier 2013, c'est le Mali. Donc c'est la guerre déjà. Et jusqu'à l'assassinat du père Hamel en juillet 2016, Hollande traverse 3 ans et demi dans son quinquennat où il est lié au problème de la guerre. Il n'a pas voulu en profiter. Il n'a pas voulu faire comme George Bush. Non, il a pas qui s'était fait réélire sur la guerre contre le terrorisme. Mais c'est pour ça que je trouve que les ministres qui ont craché un peu sur lui dans le journal Le Monde, ils font l'impasse sur ce qui a vraiment marqué la personne Hollande, le président Hollande. C'est de janvier 2013 à juillet 2016. Il a vécu là-dedans. Est-ce que Macron est l'héritier de Hollande ? Non, je crois pas. Il est un produit un peu de François Hollande, parce que il a été... Créature qui lui a échappé. Mais enfin, c'est comme Sarkozy par rapport à Chirac. Il faut dire qu'il leur a échappé, mais quelque part, il s'inspire aussi. De toute façon, tout président en exercice cherche à se différencier de son prédécesseur. D'ailleurs, François Hollande lui-même l'a fait en se qualifiant de normal. Il voulait se différencier de Sarkozy, qualifié d'agité. Sarkozy a fait la même chose avec Chirac. Il a traité de feignant. D'ailleurs, joue Macron avec Sarkozy? Je pense que c'est Sarkozy qui joue un jeu avec Macron. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est pas Macron qui a réussi à le neutraliser. Sarkozy, en ce moment, il est mis en examen, il va aller en correctionnel, c'est pas rien. Il a été battu par Hollande, il a été éliminé par les siens. Donc, cet homme, me semble-t-il, a besoin d'être aimé. Donc son livre, Passion, dont j'ai lu quelques extraits, c'est un besoin d'amour. À l'université d'été du MEDEF, là, on l'a vu, là, il a fait un spectacle. Et donc il a besoin d'exister de cette façon-là. Hollande, c'est différent avec son livre, parce que je crois que François Hollande, qui est beaucoup plus pudique... Et qui a moins besoin d'être aimé? Oui. Il a besoin d'être compris. Ce n'est pas la même chose. Et il n'est pas compris. Il a besoin d'être reconnu. Il a besoin que son quinquennat ne soit pas maltraité, comme malheureusement il l'est. Parce que ça devient, j'écoutais l'autre jour un de vos confrères... Il y a un délit de sale gueule à l'égard de Hollande?
Sale gueule, non, mais sur son quinquennat... c'est injuste. Ah oui, je trouve que c'est très injuste. Son quinquennat n'est absolument pas déshonorant. Il est même honorable par beaucoup d'aspects. Il a fait des erreurs. Mais je trouve que les socialistes qui voudraient gommer le quinquennat de Hollande feraient une énorme erreur. Et il faut le situer dans l'histoire et de la gauche et de la France. Rennes, Brest, on voit des listes séparées des écologistes qui pointent le bout du nez. Est-ce que les écolos vont vraiment menacer les... Alors, d'abord, on verra les résultats. Pour les municipales qui résistent quand même assez bien en Bretagne, notamment. Bien sûr, mais si j'avais un conseil à donner aux écologistes, n'ayez pas trop le melon, quoi. C'est pas parce qu'on a fait un bon score aux européennes que ça se traduit de la même manière aux municipales? Bien sûr. D'abord, il faut regarder les présidentielles. Ils n'ont pas eu de candidats. Il faut regarder les législatives. Ils n'ont plus de députés. Bon, ce n'est pas les européennes qui font le tout. Les écologistes, depuis la candidature de René Dumont en 1974 jusqu'à leur absence de candidature en 2017, franchement, on se calme. Donc le phénomène Jadot, c'est comme Cazeneuve, vous demandez à voir. Non, c'est pas Cazeneuve. Jadot, j'entends pas lui-même, on entend dire, bon, il pourrait être candidat, pourquoi pas élu. Moi, j'attends aussi que quand on veut présider la France, il n'y a pas que la planète. Hein. C'est important, la planète, mais il faut donner son point de vue sur la diplomatie, la défense nationale, la dette publique. Mais là, il s'est pas mal débrouillé, Macron, au G7. Ah oui, c'est même plutôt bien débrouillé. Oui. C'est même... Il y a quand même une énergie assez étonnante. Oui, bien sûr, il a bien mené ça, il faut le reconnaître. Mais les écologistes, il faut qu'ils donnent leur point de vue sur la fiscalité, sur la sécurité, sur le terrorisme. Bon, la planète, c'est une chose très importante. C'est d'ailleurs pas la planète qu'il faut sauver, c'est les hommes sur la planète. On poursuit sur les municipales. Paris va être un symbole très important pour Macron. Ah oui, ça semble quand même assez mal parti avec la candidature de Villani par rapport à Griveaux. Alors, il faut... Paris... Ou est-ce que c'est une manière de ratisser large? Alors, ça peut être aussi une manière de ratisser large, hein, parce que... ça illustre bien le désordre politique pour ces municipales qui arrivent dans toutes les villes, y compris dans le Finistère et en Bretagne en général. Tout le monde y va sur sa chapelle. Tout le monde y va avec un mot, le rassemblement. Mais chacun y va de son côté. Et là, Paris l'illustre bien. Ça peut gêner En Marche, ça peut gêner Hidalgo, si ça affaiblit et disperse le corps électoral. Bien malin qui peut le dire. À Paris, par contre, je trouve qu'on présente mal l'élection parce qu'il y a 17 élections. Et 17 élections qui fait qu'il y a des endroits où les marcheurs sont en tête. Donc c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Dernière question, mais vous répondez très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez des arrêtés anti-pesticides de certains maires, puisqu'on parlait d'écologie? Je trouve que les maires ont raison de porter l'attention, mais c'est à la loi et au décret de fixer la règle pour la France. Bernard Pognant, je vous remercie. Merci. Je pense qu'on aura l'occasion, cet automne et cet hiver, de vous revoir souvent sur nos antennes. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TVO et TV Sud. À très vite.